L'église de Saint-Eustache n'est pas seulement un simple lieu de culte, mais aussi un point de rassemblement où se tissent les liens communautaires. Elle est surtout reconnue comme un lieu chargé d'histoire. Son architecture ne nous laisse-t-elle pas entrevoir les blessures laissées par les boulets de canon tirés lors de la fameuse bataille? L'église n'est pas seulement le théâtre de ces événements marquants. Elle est aussi un témoin privilégié de l'histoire du village et des gens qui y sont associés à tout jamais. L'église de Saint-Eustache est toujours et sera toujours l'âme du village. Avec la complicité de Laurentide en histoire, nous allons vous raconter dans ce document d'histoire ces lieux qui transpirent tant la fierté de nos ancêtres qui ont peiné pour nous laisser ce bel héritage patrimonial. Le régime français se termine dans l'instabilité et le chaos le plus complet. La langue, les traditions et la religion sont menacées par le nouveau conquérant. L'incertitude règne partout. Située au cœur des Laurentides, la seigneurie des Mille-Îles fut concédée en 1683 à un capitaine du régiment de Carignan-Salière, Michel Duguay de Boisbriand. Oui, effectivement, la seigneurie des Mille-Îles concédée en 1683 à Duguay de Boisbriand. Mais M. de Boisbriand, lui, est à peu près jamais venu dans sa seigneurie. Il va la laisser pratiquement inoccupée. D'ailleurs, il va la perdre en 1714 parce que justement, il ne sera pas occupé. On va comprendre pourquoi un peu plus tard. La seigneurie fut reconcédée en 1714 aux deux gendres de Boisbriand, soit Jean Petit et Charles Gaspard, deux fonctionnaires de l'administration française. Charles Gaspard Piot de Langloiserie meurt un an plus tard, mais sa veuve et ses enfants héritèrent de la part de la seigneurie. En 1718, la seigneurie est divisée en deux, bien qu'administrée conjointement jusqu'au début des années 1740. La moitié est deviendra la seigneurie de Blainville et la partie ouest restante conserve le nom de seigneurie des Mille-Îles, qui fut aussi dénommée seigneurie de la Rivière-du-Chêne ou encore seigneurie du Mont, à l'époque où cette famille en était propriétaire. La famille Lambert-Dumont a régné sur la seigneurie de la Rivière-du-Chêne à partir de 1733
lorsque Eustache Lambert-Dumont a épousé Charlotte-Louise Petit. Il va commencer à concéder 66 terres dans la seigneurie de la Rivière-du-Chêne jusqu'en 1807, année de son décès. Il obtiendra une augmentation à sa seigneurie en 1752 que sa succession développera. En 1770, le seigneur Louis-Eustache Lambert-Dumont octroie une parcelle de terre à la fabrique au confluent de la rivière des Mille-Îles et de la rivière du Chêne, là où l'église sera construite quelques années plus tard. Son fils, Eustache Louis Dumont, le remplacera à la gouverne de la seigneurie et concédera des terres dans l'augmentation de la seigneurie des Mille-Îles. Au moment où Eustache Louis Lambert Dumont hérite de la seigneurie des Mille-Îles, il n'existe ni manoir ni moulin à farine sur le territoire. Un premier geste seigneurial avait bien été posé par son père en concédant des terres, mais il fallait beaucoup plus que cela pour intéresser les colons éventuels à venir s'y établir. Celui qui le remplace, c'est son fils aîné, Eustache Nicolas Dumont, qui, au décès de son père, héritera des 2/3 de la seigneurie, tandis que sa sœur, Marie-Louise Angélique, va recevoir l'autre tiers. Toutefois, il n'assista pas à la déconfiture que ses ennemis connurent au cours des événements de 1837 dans la région, car il mourut en 1835 et fut inhumé dans l'église paroissiale de Saint-Eustache. La décennie 1780-1790 marque un tournant dans l'histoire de la colonisation de la région naissante des Laurentides et met fin à l'homogénéité ethnique et religieuse de la colonisation. Des marchands britanniques s'installèrent dans des villages des Laurentides et bien que malgré leur petit nombre, ils jouiront d'une indéniable influence. Les paroisses se transformeront en villages, villes et plus tard municipalités. L'ouverture des registres religieux, par contre, se fera progressivement. C'est ainsi qu'à l'époque, les premiers habitants de Terrebonne furent assignés à l'église de la Chênaie jusqu'en 1725. Tandis que les habitants de Sainte-Thérèse et de Saint-Eustache fréquenteront Sainte-Rose de Lima jusqu'en 1768. Un incendie à l'église de Sainte-Rose bouleversera les habitudes des colons installés le long de la rivière des Mille-Îles. Je vous l'étudie. Le fameux feu là, de l'église à Sainte-Rose. On était tout juste après la conquête là, des Anglais, ce qui fait que là, l'évêque, il pouvait même pas faire venir des curés neufs de l'Europe. Il n'y avait même pas là d'en former des nouveaux. Fait que là, ça a été compliqué. Là. Les paroissiens de Sainte-Rose voulaient rebâtir l'église à la même place. L'évêque voulait la bâtir un peu plus au nord. Les paroissiens ont écrit une lettre. Puis l'évêque était bien insulté de ça. Ils ont même privé de culte pendant presque 10 ans. Ce qui fait qu'ils ont bâti une nouvelle église juste l'autre bord de la rivière des Prairies. Puis ça, c'était pour desservir, parce qu'à l'époque, Sainte-Rose desservait Blainville puis la rivière du Chêne. Mais là, la chicane étant pognée, l'évêque a décidé d'emmener ça l'autre bord de la rivière. Puis c'est ce qui a donné lieu à plein de développements au nord de Montréal. En effet, en 1768, l'évêque du Québec, Monseigneur Briand, après l'incendie de l'église de Sainte-Rose, voudra en profiter pour la relocaliser, ce qui attisera la colère dans Sainte-Rose. Une requête particulièrement agressive des paroissiens outragera l'évêque de Québec, qui n'entend pas reculer d'un pouce.
il interdira à tous les prêtres du diocèse l'administration des sacrements à quelque habitant que ce soit du district de Sainte-Rose. Le culte ne sera restauré dans cette paroisse qu'en 1781. L'ex-curé de Sainte-Rose, M. Petit, dut donc, un peu à contre-cœur, s'installer sur le chemin de la rivière du Chêne à l'automne 1768. C'est de là que, désormais, il desservit, outre les colons de cet endroit, ceux de la seigneurie de Blainville et ceux du nord-ouest de Sainte-Rose. Mais le prélat n'était pas au bout de ses peines, puisqu'une autre querelle allait éclater entre les fidèles de ces deux seigneuries au sujet de l'emplacement de la chapelle sur la Grande Côte. L'évêque, il va décider de l'emplacement de la nouvelle église. Puis comme il veut faire plaisir aux deux seigneuries, la seigneurie de Blainville puis la seigneurie de la Rivière-du-Chêne, il va implanter l'église juste entre les deux, mais du côté de la Rivière-du-Chêne. Ça va déplaire grandement aux gens de la seigneurie de Blainville, parce que eux, ils savent très bien que quand on installe une église, il y a comme un village qui se greffe autour. Ce qui fait que les gens de la seigneurie de Blainville ne voulaient pas payer puis participer à l'implantation de la nouvelle église. C'est même le curé de Sainte-Rose qui va l'inaugurer. Puis les gens de la seigneurie de Blainville vont devoir attendre encore un bon bout de temps avant d'avoir leur propre église. En 1769, Saint-Eustache de la Rivière-du-Chêne fut, 46 ans après Terrebonne, la première paroisse à accueillir un curé sur son territoire. Le choix de l'emplacement du lieu du culte attisa les mécontentements auprès des paroissiens de la seigneurie de Blainville. Dans les premiers temps, le service divin se faisait dans une maison particulière située sur la terre de la famille Charbonneau, à la Grande Côte. Ce lieu de culte temporaire est situé près de la 25e avenue actuelle pour faciliter son accès aux gens de la seigneurie de Blainville. Désormais, nous parlerons de la mission de Saint-Eustache martyr. Il est aussi confirmé par l'évêque que les gens de Blainville porteront leur mort à Saint-Eustache, qu'ils y feront baptiser leurs enfants et qu'ils y recevront tous les secours de la religion. Les registres religieux de la mission sont ouverts le 23 novembre 1768. En remerciement aux donateurs de la parcelle de terre à la fabrique où l'église sera construite quelques années plus tard, la paroisse sera nommée Saint-Eustache. Par la suite, le village puis la ville prendront le même nom. On peut donc dire que la construction de l'église est à l'origine même de la fondation de Saint-Eustache. Vous savez, quand on parle d'histoire, on utilise souvent le mot village. En fait, un village, c'est une concentration d'habitations, de services, généralement autour de l'église. Il faut savoir que les villages sous le régime français, ça n'existe pas. L'église, elle est en plein champ, à peu près partout. Au mieux, il y a un ou deux notables, parfois le seigneur qui a son manoir à côté ou pas loin, mais c'est à peu près tout. La notion de s'imaginer que quand on arrive près de l'église, il y a le bureau de poste, la caisse populaire, la boulangerie, tout ça, là, c'est des choses récentes dans l'histoire. Quand on va se ramasser dans les seigneuries où il n'y a plus de terre à concéder, où il y a trop de monde, on va parler de surpopulation des seigneuries, bien, les aînés et les gens qui vont développer des métiers vont commencer à se rassembler autour de l'église. Et c'est comme ça que, petit à petit, dans les 20 années qui suivent, les villages vont commencer à s'implanter partout au Québec.
L'évêque de Québec avait déjà fixé, dès 1768, le lieu du site de la future église de la Rivière-du-Chêne. M. Petit avait béni un cimetière sur ce même terrain. Ce n'est que le 24 juin 1770 que le seigneur Eustache Louis Lambert Dumont concède à la mission de la Rivière-du-Chêne le terrain désigné 2 ans plus tôt par l'évêque. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Vicky, Oui, effectivement. de la Fondation des Églises Saint-Eustache? Oui, effectivement. Oui, c'est intéressant. Ben, je vous Vraiment? remercie beaucoup. Oui, oui, oui. Voulez-vous que je vous renseigne là-dessus? Certainement, c'est en plein personne qu'il me faut. Cette église a été construite sur le lot qui a été attribué par le seigneur Lambert Dumont en 1770. Et donc, la construction de l'église se fera bien des années plus tard. Dans l'intervalle, le terrain avait déjà commencé à être utilisé pour faire un cimetière, pour enterrer les personnes qui étaient décédées. Dans le terrain aujourd'hui où se trouve le stationnement derrière la mairie de Saint-Eustache. L'église va être construite entre 1780 et 1783. Elle va ressembler à ça ici. Si on regarde un plan de l'église, cette église était bâtie en forme de croix latine avec des murs vraiment plus étroites que celles qu'on voit aujourd'hui et moins longues aussi. Donc, c'était pas la même façade et pas les mêmes murs sur les côtés. Les murs à l'époque se trouvaient là où sont aujourd'hui les colonnes environ. L'église à chapelle, d'environ 16 pieds de profondeur par 24 de largeur, a la forme d'une croix latine. Le chœur, dont la profondeur est sensiblement égale à la largeur, soit 46 pieds, se termine en abside. Un clocher en charpente à 2 lanternes domine un portail simple, en pierre de taille, extraite d'une carrière de la côte Saint-Joseph. Entre la construction de l'église de 1783 et l'avenue du Philippe-Paquin, il y a eu une longue période où les paroissiens ne voulaient pas contribuer pour faire des changements à l'église. Ils rechignaient tout le temps quand il y avait des travaux à faire. Ils devaient complètement changer les planchers, changer la toiture, puis les paroissiens ils chignaient pour faire ces travaux-là. Puis les travaux étaient toujours remis à plus tard. C'était toujours difficile de convaincre les paroissiens d'investir pour faire ces travaux-là. En 1812, croyant que le clocher de l'église était devenu dangereux, on décide de le détruire. Entre 1818 et 1820, le curé Jean-Baptiste Gatien fait recrépir une grande partie de l'église et procède à d'autres réparations à la couverture. En plus de faire construire un nouveau presbytère, il fait ériger, à l'angle nord-est de l'église, une tour d'un goût assez douteux que le curé Paquin s'empressera de démolir dès son arrivée en 1821. Aujourd'hui, nous sommes à la place du village. C'est certain que ça a changé avec les années. Mais il faut savoir qu'à un certain moment donné, c'était le lieu de rassemblement du citoyen du village. Lieu de rassemblement, si on recule il y a 2 siècles, le moyen de locomotion était le cheval. Alors, ici, imaginez des piquets un peu installés un peu partout pour attacher les chevaux quand les gens allaient à la messe ou qu'ils allaient au presbytère. Donc, on est vraiment dans un lieu stratégique de la communauté eustachoise où vous avez la rivière du Chêne qui limite la propriété, le presbytère, l'église, le couvent et le manoir de Lambert Dumont. En faisant don à la fabrique d'une vaste pointe de terre au confluent des 2 rivières, le seigneur Dumont facilitait l'émergence du cœur de la paroisse et du village. C'est autour de cette grande place et des institutions qui s'y sont installées que la vie de la communauté paroissiale s'est longtemps déroulée. Il ne se doutait sans doute pas que son fils Nicolas, cherchant un endroit idéal pour installer son manoir, voudra s'accaparer de la concession qu'il avait faite en 1770. Il faut savoir que son papa,
le seigneur Dumont, avait concédé ce lieu à la fabrique, mais le fiston, il voulait construire son manoir. Fait qu'il a pris une partie du domaine pour construire le manoir Lambert Dumont, qui est devenu le manoir aussi de Bellefeuille. En 1807, le seigneur Nicolas Eustache Lambert Dumont exige la rétrocession du terrain donné par son père. D'ailleurs, la Cour d'appel, en 1814, annule le contrat de donation fait en 1770. Finalement, Dumont concédera de nouveau à la fabrique de Saint-Eustache le résidu du terrain de la concession après y avoir construit son manoir en 1815 sur le lot convoité. Et c'est par là que la traverse du pont, le premier pont qui reliait l'île Jésus, ou si vous préférez l'île Laval, à la ville de Saint-Eustache, était ici à côté de la seigneurie. Ils pouvaient percevoir en même temps les frais de passage sur le pont de Bellefeuille. Cet épisode des procès du Seigneur contre la fabrique de Saint-Eustache nourrit un climat de méfiance chez les habitants. Il est même question de construire une nouvelle église sur un autre site. Toutefois, en 1917, les Marguilliers concédèrent aux sœurs du couvent de Saint-Eustache l'usage du terrain situé en avant du couvent, et ce jusqu'à la rue Saint-Louis, ce qui eut pour résultat d'éliminer cette grande place sur laquelle le docteur Chénier et ses patriotes s'étaient donné rendez-vous. C'est un lieu stratégique, si on veut. En 1840-1837, les patriotes, c'est ici qu'ils se sont rassemblés. C'est ici qu'ils ont fait leur camp en attendant la venue des Anglais. Donc, c'était vraiment le lieu de rassemblement des Eustachois et Eustachoises. L'arrivée du curé Paquin va changer complètement la donne en faisant en sorte que son influence réussisse à convaincre les paroissiens d'investir pour faire ces changements-là. Donc, c'est une bonne chose qui soit arrivée à ce moment-là. Les œuvres que le curé Paquin a réalisées à Saint-Eustache appartiennent autant au domaine spirituel que temporel. Il a laissé à Saint-Eustache et aux alentours un souvenir indéracinable. C'est sous son mandat qu'eurent lieu les tristes événements de décembre 1837 qui, d'ailleurs, le troublèrent profondément. Il passa plus d'un quart de siècle à Saint-Eustache, dont il fut curé du 4 octobre 1821 au 7 décembre 1847, jour de son décès. Dès son arrivée, l'abbé Paquin fit signer une requête par les habitants de la mission pour obtenir un décret ecclésiastique, ce qui aboutit à l'érection canonique de la paroisse de Saint-Eustache le 15 novembre 1825 par Monseigneur Joseph-Octave Plessis, évêque de Québec. Quand le curé Paquin est arrivé dans la paroisse, il a décidé de prendre les choses en main et il a décidé de rallonger l'Église. Donc, c'était important pour lui de donner la claque, comme on dit, puis de faire en sorte que l'Église soit plus grande puis pour accommoder le plus de paroissiens possible. Donc, il a décidé de faire en sorte de convaincre les paroissiens d'investir. Il leur a dit, si moi je paye pour la construction du couvent, à ce moment-là, vous allez payer pour la rallonge de l'Église. Et les paroissiens ont accepté. Ce qui fait que les travaux ont commencé au début des années 1830 et ont été terminés en 1833 pour la façade et le couvent. Donc, c'était pas longtemps avant la bataille des Patriotes. C'est le 13 juillet 1831 que le curé Jacques Paquin bénit la première pierre de l'agrandissement de l'église et de la construction du couvent. Il offrait gracieusement à ses frais aux paroissiens de Saint-Eustache en remerciement de leur collaboration aux travaux de rallonge de l'église. Après 2 années de labeur,
que la longe fut inaugurée le 8 décembre 1833. Dorénavant, 250 paroissiens de plus pouvaient prendre place dans les bancs de l'église et admirer la nouvelle façade du bâtiment. La longe de 25 pieds, flanquée de 2 nouveaux clochers élevés à 60 pieds de hauteur, dominait maintenant la rue Saint-Louis. Notons qu'une nouvelle chapelle dédiée à Saint-Jacques avait été bâtie simultanément derrière le maître-autel. Heureux de cet inestimable cadeau que leur faisait leur curé, les paroissiens de Saint-Eustache avaient eu l'autorisation de l'évêque d'exhumer des corps afin d'y élever le couvent en 1830. Situé à 90 pieds de l'église, le couvent était relié au temple par un mur de pierre de 10 pieds de hauteur. Incendié en 1837, alors que les patriotes s'y étaient réfugiés, il n'accueillit les dames de la congrégation qu'en octobre 1849. Le couvent servira de quartier général pour les patriotes lors des événements. Il ferme ses portes en 1980 avec le départ de la congrégation de Notre-Dame. La ville de Saint-Eustache acquiert le couvent en décembre 1986 et y aménage le centre administratif municipal. Depuis 1995, l'édifice occupe la fonction de mairie. Chaque église, il y a un presbytère. Celui-ci date de 1895, le presbytère de l'église de Saint-Eustache. Il faut savoir qu'en 1837, un des premiers presbytères, parce qu'il y en a eu 3 rattachés à l'église de Saint-Eustache, a servi de refuge aux patriotes qui ont combattu les Anglais le 14 décembre 1837. Donc, il y a un lien direct avec l'histoire de l'église de Saint-Eustache. C'est un lieu historique tout autant que l'église par rapport aux événements des patriotes. En 1774, le père Félix de Béré, le successeur de l'ex-curé de Sainte-Rose, M. Petit, avait fait construire sur l'actuel terrain de la fabrique un premier presbytère qui servait au début comme lieu d'office. Il n'en demeure pas moins que le curé Mailloux se plaignait en 1791 de la mauvaise condition de son logement et de son éloignement de l'église. En octobre 1817, un nouveau presbytère fut érigé. On réservait cependant une pièce de 18 à 20 pieds comme salle d'habitants. Ce local fut utilisé notamment lors des élections tumultueuses de 1834, alors que Giroir et Scott furent élus députés contre Lobensky et Brown. Incendié en 1837, le presbytère reconstruit ne fut livré, selon les documents du curé Perrault, qu'en 1847 ou 1848. Situé à l'ouest de l'église, il était bien aligné avec celle-ci plutôt que de tourner le dos à la petite rivière. En février 1895, les mariés autorisèrent la construction d'un nouveau presbytère de 3 étages. C'est celui que l'on connaît aujourd'hui. Il faut dire que ça brassait pas mal dans le village et le Bas-Canada en cette période de construction du couvent et de la rallonge de l'église. La place publique servait de lieu de rassemblement pour les patriotes. À vrai dire, c'est le moment où le village, tout comme le reste de la province, s'apprêtait à vivre d'intenses changements dans son quotidien. Les élections générales de 1834 illustrent bien l'atmosphère de crise économique, devenue crise sociale et affrontement politique qui règne dans le comté des Deux-Montagnes. L'automne de 1837 est le témoin de nombreux faits et gestes prélude à l'affrontement avec l'armée britannique et au sacrifice de plusieurs d'entre eux.
Bien sûr, vous comprendrez que nous ne nous attardons pas trop sur les événements qui bouleversèrent la population et la région de Saint-Eustache en ce début d'hiver 1837. L'objectif de ce documentaire étant de vous entretenir de l'Église qui survivra à tant de bouleversements. En revanche, on vous invite à visionner l'épisode 19 de la série sur la colonisation des Laurentides pour en connaître davantage sur le déroulement de la journée qui a marqué la région. Dans cet épisode, vous entendrez une conversation entre l'auteur et l'éditeur du livre paru en 1838, relatant les événements qui ont eu lieu à l'automne de 1837. Vous êtes sûr que vous voulez demeurer anonyme, Monsieur de Sylve? Assurément. Bon, alors, commençons la vérification pour la version finale. Ces faits offrent aussi des preuves frappantes de la conduite noble et généreuse de Sir John Colborne. D'être attaqué de plus en plus imminent, les familles pro-gouvernementales quittent Saint-Eustache pour Montréal. Du moins, la majorité d'entre elles. Chénier se rend au presbytère, accompagné de François Guérin, et il s'empare par la force des clés du couvent, voisin de l'église et nouvellement construit. Dorénavant, le couvent servira de quartier général pour les patriotes. Incroyable, j'ai l'impression d'être là. Et la lecture continue. Le témoignage précieux sur la bataille de Saint-Eustache nous éclaire sur les événements qui ont marqué les jours précédant la bataille. On y apprend que le curé Paquin eut une conversation longue et animée avec le docteur Chénier sur le caractère déraisonnable de sa position, le prévenant de tous les malheurs qu'il allait attirer sur la paroisse. C'est fou, j'en ai quasiment la chair. Vous découvrirez aussi la description détaillée des événements par l'historien Jonathan Demire qui nous dépeint le dénouement de la journée. En voici un aperçu. La veille de la bataille, donc le 13 décembre 1837, les patriotes de Saint-Eustache s'organisent pour aller attaquer le village de Saint-Martin sur l'île Jésus. Donc on s'organise un peu, on va... Par un froid glacial et dans 2 travées enneigées, les soldats marchent 2 par 2, vêtus de leur fameux habit rouge et portant fusil à l'épaule. Les volontaires de Maximilien Globensky, nouveau seigneur d'Émile-Île en raison de son mariage avec Elmire Lambert-Dumont, prennent un raccourci plutôt périlleux vers Saint-Eustache. Vers 11h15, les patriotes aperçoivent des hommes armés en face de l'église, de l'autre côté de la rivière. À 4h30, les troupes avaient pris pleine possession du village. L'église ainsi que plusieurs maisons furent incendiées. La plupart des résidences du village furent victimes du pillage par les soldats et les volontaires. Le total de patriotes morts au combat s'élève à 70 et une quinzaine de blessés, tandis que du côté des Britanniques, 3 morts ici. Chénier et ses compagnons tenteront de s'échapper de l'église en flammes et sauteront dans le cimetière. Ils y périront presque tous. Je vous invite à écouter notre forgeron qui exprime un certain point de vue sur la bataille du 14 décembre 1837. Les soldats anglais ont mis le feu à l'église. Là, ils se sont fait tirer, les patriotes, quand ils sautaient par les fenêtres parce que l'église était en train de brûler. Ça, c'est résumé assez vite. Évidemment, les Anglais, on dit les Anglais, mais c'était des Britanniques, là. Mais les Britanniques, eux autres, ont mis le feu au village de Saint-Eustache. Ils ont quasiment tout brûlé, sauf quelques maisons de pierre d'anglophones. Un drôle de hasard. Puis évidemment, Colborne, lui, a dormi dans une belle maison de pierre au chaud, là, ben tranquille, la nuit du 14 décembre.
Suite à la bataille de Saint-Eustache, le 14 décembre 1837, le village, presque la quasi-totalité du village de Saint-Eustache est incendié vraisemblablement par l'armée britannique. Il faut savoir que l'armée, d'entrée de jeu, incendiait les maisons des chefs patriotes, des leaders patriotes. Bon, clairement, il y a eu débordement. Est-ce que c'est dû en soi aux soldats britanniques et ou aux volontaires loyalistes? Il y a un débat historique à ce niveau-là, c'est difficile à dire. Clairement, le village, quand même, est réduit en cendres, du moins le bas du village, suite au 14 décembre 1837. La région avait subi des dommages des plus sérieux, tant sur le plan humain que matériel. Sa population devait reconstruire villages et maisons détruits par la guerre incendiaire. Dévasté, le comté des Deux-Montagnes se tient tranquille l'année suivante. Pendant 3 semaines, la messe se dit au Collège des Garçons au Faubourg Saint-Jacques. Par la suite, Pierre Laviolette, co-seigneur, prête sa maison du Plateau des Chênes pour l'office divin dominical. Durant ce temps, le curé Paquin fait réparer, en toute urgence, le couvent gravement endommagé par les flammes lors de la bataille de Saint-Eustache. À partir du 28 juillet 1838, la messe se dit au couvent, et ce, jusqu'au moment où l'église sera entièrement restaurée. L'église d'après la bataille de 1837, il ne restait pas grand-chose, seulement les murs de l'extérieur, des ruines de pierre, parce que tout l'intérieur en bois avait été brûlé. Donc, il ne restait plus que les murs de dehors et la façade criblée de boulets de canon, de marques de boulets de canon. Donc, le curé Paquin, ça a pris plusieurs années avant qu'il décide de rebâtir. Il n'y avait pas les moyens pour le faire au début. Puis finalement, ce n'est que 4 ans plus tard qu'il va prendre la décision d'entreprendre les travaux de reconstruction. Donc, en gardant les mêmes murs à l'extérieur, il a pris la décision de ne pas boucher les marques de boulets de canon de la façade. Le curé Paquin, malgré un très grand découragement, est prêt à entreprendre la reconstruction dans les meilleurs délais, mais de multiples empêchements le contrarient de toutes parts. Le 12 juin 1840, les habitants de Saint-Eustache envoient à leur évêque une requête pour reconstruire leur église et le presbytère. Les travaux à l'église débutent à la fin d'avril 1841 et ils sont menés sous la direction du curé Paquin. Il semble avoir retrouvé son dynamisme d'antan. On procède d'abord aux travaux qui permettront la réouverture prochaine de l'Église au culte divin. Il en profite pour corriger la défectuosité du vieux corps de l'Église, trop bas. Tout en gardant les mêmes murs, il les haussa considérablement, soit d'1 étage ou 10 pieds, ce qui lui permet d'allonger les fenêtres. Le curé Paquin décède en 1847. En 1849, le gouvernement du Canada vote enfin une loi qui prévoit le remboursement des pertes matérielles subies en 1837. Toutefois, le règlement est décevant. On offre bien peu pour une église, un presbytère et un couvent. L'achalandage du couvent en nécessite l'agrandissement dès 1850. Le 26 septembre 1860, l'abbé Louis-Ignace Guyon devient curé de Saint-Eustache. Il y demeure durant 24 ans. C'est sous son administration que la fabrique décide d'abandonner le cimetière, devenu trop exigu. Il y a eu beaucoup de périodes que l'Église a subi des transformations. Si on voit, ça c'est un plan de l'Église avant et après la bataille. Donc on voit que l'Église avait gardé sa forme de croix à l'époque, encore à ce moment-là, et puis les ruines là, suivaient ce plan-là avec une façade élargie, toujours. Et toute
l'intérieur a lentement été rebâti. Ils ont d'abord fait les murs à l'intérieur et puis ils ont rajouté des éléments qu'on peut voir dans le chœur, notamment le maître-autel, la chaire qu'on peut voir ici, et puis les 2 toiles au centre, et certains, les chandeliers Pascal, et les petits chandeliers de bois qu'on voit près de la table d'autel. Donc ça a été les premiers éléments liturgiques qu'on a pu apercevoir dans les années 1840 et 1850. Par la suite, donc les toiles en 1874, les 2 au centre. Et puis ces 2 toiles-là ont été achetées et offertes par le seigneur Globensky à la fabrique. Et donc elles provenaient de son voyage qu'il a effectué en Italie en 1874. Pour donner suite à la rallonge qu'on y avait construite entre 1831 et 1833, et aux 2 clochers élevés de part et d'autre du portail, l'église de Saint-Eustache revêtait la forme d'une croix latine. On allait lui apporter de nouvelles modifications au début du 20e siècle. Le curé Cousineau a fait le prolongement des murs. Donc, là où il y avait les murs au niveau des colonnes qu'on peut voir aujourd'hui, il a fait en sorte de les déplacer pour que ça se fasse le prolongement entre les murs qui rejoignaient la façade de l'église et le mur des transepts de chaque côté ici, pour que ça forme un rectangle au lieu d'une croix. Et donc, ça, ces travaux-là ont été faits aux alentours de 1905-1906. À la même époque, la sacristie de l'église a été changée et également la chapelle Sainte-Anne. Donc, pour donner cette apparence-là. Donc ici, derrière moi, on peut voir les murs, les différentes parties du mur de l'église. C'est des murs d'origine qu'on voit derrière moi, toute la partie de 1783. Donc, si vous regardez tout le mur de l'abside qui est vis-à-vis le cœur de l'église, et puis ça élargit pour le transept, juste pour contrefort ici qu'on voit, qui est la petite saillie comme ça. Un contrefort, normalement, ça sert pour solidifier un mur, mais dans ce cas-ci, c'est un contrefort d'apparent. Il est là juste pour cacher la différence entre les murs de pierre de 1783 et ceux de la rallonge de 1905, qu'on voit vis-à-vis les 4 dernières fenêtres. La nouvelle largeur de la nef s'établit à 83 pieds et 4 pouces. Cette dernière dimension amène le remplacement de la voûte qu'il faut élever d'une façon appréciable et la toiture qui doit être refaite au complet. Le curé Villeneuve, aux alentours de 1925, a procédé au dernier grand chantier de rénovation et de décoration de l'église. Donc, il a donné à l'église l'apparence qu'on voit aujourd'hui avec la voûte en berceau et la décoration à l'intérieur, ainsi que l'ajout de plusieurs toiles dans le centre du chœur. Donc, la plupart des toiles datent de cette époque-là, entre 1925 et 1930. Le curé Villeneuve entreprend plusieurs travaux de décoration à l'intérieur de l'église, modifiant la voûte dès 1925. Il renouvelle les installations électriques en installant des lustres qui éclairent toujours l'église. Il dessinera les ornements sur les arcs. Notez que la sépulture du curé Villeneuve, décédé en 1952, est le seul tombeau qui est apparent dans la crypte sous l'autel. La première église, qui fut construite entre 1780 et 1783, ne ressemblait pas du tout à celle que nous pouvons voir aujourd'hui. De la troisième église, terminée en 1833, il ne reste que la façade. De la quatrième, celle de 1845, il reste la façade et quelques murs. L'église actuelle est celle de 1903, décorée au cours des années 1925 à 1930. Les modifications que l'église de Saint-Eustache a subies
n'ont donc pas affecté son intégrité architecturale comme d'autres églises qui ont été, en quelque sorte, épurées suite au Deuxième Concile du Vatican dans les années 1960. Notons toutefois qu'une partie des murs d'origine, en pierre, sont encore présents, ce qui en fait un des bâtiments les plus anciens de Saint-Eustache, avec le moulin Légaré et une ou deux résidences privées. Ce sont les seuls bâtiments érigés au 18e siècle qui ont subsisté jusqu'à nos jours. L'église de Saint-Eustache a été classée par le gouvernement du Québec en 1970. La ville de Saint-Eustache est devenue propriétaire du couvent qui est adjacent à l'église en 1986. Depuis ce temps, la mairie ou l'hôtel de ville ou les citoyens de la ville de Saint-Eustache ont décidé de rendre l'accessibilité non seulement de l'église mais du site à la rivière des Mille-Îles. C'est pour ça que la ville de Saint-Eustache a procédé à la construction de la promenade Paul Sauvé en l'honneur du premier ministre du Québec qui était citoyen de Deux-Montagnes et député du comté de Deux-Montagnes. Cette promenade longe la rivière des Mille-Îles et fait un tout avec l'église, le couvent qui est devenu la mairie et la maison de Bellefeuille qui est la maison Chénier-Sauvé. Je vous présente Gilles Paquette, président de la Fondation de l'Église historique de Saint-Eustache. Bonjour. Alors, la Fondation existe depuis une douzaine d'années. Elle a été créée, entre autres, par un ancien maire de la ville de Saint-Eustache, Guy Villil, et d'autres participants. Et depuis 12 ans, on s'est appliqué à ramasser des fonds pour permettre la restauration de certaines parties de l'Église. Les premières choses qu'on a faites, c'est d'évaluer qu'est-ce qui était le plus important. À partir d'un carnet de santé, on a évalué que les fenêtres de l'Église étaient à restaurer en priorité. Alors, depuis 5-6 ans, on s'est appliqué à tout refaire la fenestration de l'Église, autant sur les côtés qu'en arrière et en avant. Déjà, on a, avec la Fondation et les partenaires, tels que la Ville de Saint-Eustache puis les Caisses des Jardins, on a investi 1 200 000 pour refaire ça et il y a encore beaucoup de travaux à faire et c'est ce qu'on s'applique à faire là, dans les années à venir. La paroisse demeure la propriétaire de l'Église et la Fondation, qui est un organisme à part complètement indépendant, fournit les argents nécessaires à la restauration de l'Église. Le gouvernement du Québec, étant donné que c'est un monument classé, peut aller à une subvention jusqu'à 80 des coûts. Donc, le 20 qui demeure doit être financé par la communauté et c'est le rôle de la Fondation, finalement, pour préserver le bâtiment, d'aller chercher le 20 manquant pour faire les travaux. Travaux qui sont drôlement importants. M. Paquette vous parlait des fenêtres. Les 10 fenêtres sur les côtés, ça a coûté 400 000 $. Fait qu'on peut imaginer le reste, juste la fondation, refaire la structure, la maçonnerie, les coûts exorbitants pour préserver ce bâtiment. Telle est la mission de la Fondation, M. le Président. Voilà, exactement. Et c'est ce que nous faisons depuis déjà 10-12 ans, puis on va continuer à faire ça. Afin de valoriser le site et promouvoir l'aspect culturel de l'Église, la Fédération organise au cours de l'année différents spectacles dans ce temple renommé pour son acoustique, laquelle est reconnue comme l'une des meilleures au monde. L'Orchestre symphonique de Montréal y a d'ailleurs enregistré plusieurs de ses ouvrages pendant de nombreuses années. C'est pour ça que chez nous, il faut tout mettre en œuvre pour que les gens se rappellent toujours de ces faits-là. On a inauguré la place des Patriotes, la statue ici derrière moi de Jean-Olivier Chénier, une fresque dans le vieux Saint-Eustache. Et en même temps, c'est sûr qu'on prend soin de notre patrimoine, parce que le patrimoine chez nous, ça fait partie de notre ADN.